stand-up comedy. Merci d'accueillir Anne. Vous m'entendez? Oui, parfait. Donc, bonjour, chères étudiantes, chers étudiants, chers membres de la famille, membres de la faculté des sciences, de technologie et de médecine, chers membres du rectorat. Je m'appelle Anne Kiefer, je suis mathématicienne ici à l'Université du Luxembourg et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la force motrice des scientifiques. Et au lieu de vous donner une définition, je vous ai amené quelques histoires. On va regarder les exemples et vous allez comprendre. En gros, je vais vous parler de 4 prix qui ont été récemment décernés en sciences. On va commencer par le prix Nobel de chimie de 2020, qui a été décerné pour la découverte de la technologie CRISPR, qui est aussi appelé le couteau suisse de l'édition du génome. C'est en fait une technologie qui permet de modifier génétiquement des organismes, mais ça, on savait déjà faire, mais cette technologie, elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc, elle fait en 1 semaine ce que d'autres technologies ont fait en 1 année. Et aujourd'hui, ça a vraiment été une révolution dans tous les labos du monde. Elle est utilisée dans les labos de recherche en biologie fondamentale. Elle est utilisée par les agriculteurs, par les inventeurs de plantes ou d'animaux de demain. Et elle est même utilisée en médecine pour chercher des maladies génétiques ou pour faciliter les transplantations. Et puis, j'aimerais bien vous parler du prix Nobel de physique de 2022, qui a été décerné pour l'intrication quantique. Intrication quantique, c'est une partie de la mécanique quantique en physique. Et en fait, c'est un peu lié au fonctionnement fondamental de l'univers. Donc ici, on se trouve vraiment dans la physique théorique, abstraite. Mais, de nouveau, on a eu des applications très importantes qui sont venues de ces découvertes. Et en fait, cette découverte a ouvert une voie pionnière vers des technologies quantiques, comme l'informatique quantique, les réseaux quantiques, les étudiants en informatique devraient connaître, mais aussi des technologies un peu science-fiction, comme les premiers essais de téléportation. Un autre prix que j'aimerais bien mentionner, c'est celui de médecine de 2023, qui a été décerné pour le développement de vaccins à ARN messager. Donc des vaccins, on a depuis très longtemps, mais ici, on parle d'une nouvelle technologie. De nouveau, une technologie plus efficace et aussi plus rapide. Elle permet de développer beaucoup plus rapidement des vaccins. Et ici, on a une application. Elle a eu de nombreuses applications, mais une que vous connaissez tous, c'est les fameux vaccins contre le Covid, qui ont été développés rapidement grâce à cette nouvelle technologie et qui nous ont libérés d'une longue pandémie. Et puis, vous l'avez entendu, je suis mathématicienne, donc je ne vais pas vous épargner ça, on va parler de mathématiques aussi. Et donc, j'aimerais bien parler du prix Abel en mathématiques de 2016, qui a été décerné pour la preuve du théorème de Fermat. Le théorème de Fermat est un théorème en théorie des nombres, donc maintenant, on se trouve vraiment dans les mathématiques purement abstraites. Et quand même, on a de nouveau des applications dans le monde réel, parce que c'est la preuve du théorème de Fermat qui a permis de développer la cryptographie sur les courbes elliptiques. C'est un système d'algorithmes cryptographiques beaucoup plus efficace et plus performant que les algorithmes qu'on avait avant. Et la NASA jure par ça. Et donc, vous l'avez bien compris, on a 4 exemples ici, 4 prix dans des disciplines bien différentes, mais avec des applications très importantes pour ce monde. Et donc, mon message d'aujourd'hui, les sciences sont importantes. Parce que toutes ces avances technologiques, toutes ces révolutions n'auraient pas été possibles sans les sciences et sans les scientifiques derrière. Et donc, que serait ce monde sans scientifiques? Et si, en fait, ce n'est pas du tout mon message d'aujourd'hui. Et je vois qu'on stresse un peu ici au premier rang. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de faire des théories de conspiration et de dire que les sciences ne sont pas importantes. Les sciences sont importantes, mais ce n'est pas ce que je veux vous raconter aujourd'hui. En fait, je veux vous raconter un autre aspect. Et pour cela, j'aimerais bien qu'on change de perspective, tous ensemble. Donc, on va retourner à ces histoires, mais au lieu de se focaliser sur les applications, on va un peu regarder l'histoire des chercheuses et des chercheurs derrière ces découvertes. Et donc, retournons au CRISPR. Donc, vous vous rappelez le couteau suisse de l'édition du génome.
Cette histoire, elle commence réellement en 1987, avec la découverte du processus CRISPR, qui est en fait un processus qui se produit dans des bactéries. Donc les bactéries font ça naturellement. Et alors, en chimie et en biologie, des chercheurs se sont mis à étudier ce processus. Et en 2006, vous avez la chercheuse de gauche, Jennifer Doudna, qui s'est mise aussi à travailler là-dessus. Et elle dit dans une interview qu'en fait, à l'époque, elle n'avait aucune idée que de ça allait découler une technologie révolutionnaire. Elle a dit littéralement, et c'est pas mon vocabulaire, elle a dit « J'ai commencé à travailler dessus parce que c'était cool ». Et donc, elle se met à travailler là-dessus, et en 2011, elle commence une collaboration avec Emmanuelle Charpentier, que vous voyez à droite dans la photo. Et les deux femmes se rendent compte qu'en fait, ce processus qu'on observe dans des bactéries, il est peut-être possible de le reproduire en dehors des bactéries et d'en développer un outil qu'on peut utiliser dans l'édition des génomes. Et c'est ce qui s'est passé. En 2012, elles ont fait une avancée majeure et elles ont publié un papier qui a permis de développer cette technologie qui aujourd'hui est utilisée dans tous les labos du monde et qui, comme j'ai dit, a révolutionné le monde de l'édition de la modification génétique des organismes. Et elles ont eu leur prix Nobel bien mérité. Et à remarquer aussi que c'est étonnant, mais c'est seulement le 4e prix Nobel qui est 100% féminin dans l'histoire des prix Nobel. Et puis, retournons à l'intrication quantique, donc la mécanique quantique. Cette histoire commence bien plus tôt que l'autre. Elle commence en 1930, avec une dispute entre Albert Einstein et Niels Bohr. En fait, les deux se disputent sur le fonctionnement de la mécanique quantique, un peu sur le fonctionnement fondamental de notre univers. Et en 1964, il y a le physicien Bell qui propose une expérience de pensée qui pourrait résoudre leur dispute. Donc, il décrit toute une expérience qui, si elle est faite, elle nous dirait qui a raison, Einstein ou Bohr. Le problème, c'est que c'est une expérience de pensée. Donc, c'est une expérience qui n'existe que sur papier. Elle n'existe pas vraiment dans le monde réel. Et là, entre en jeu le physicien que vous voyez en haut à gauche, John Clauser. Et lui, il décide, il faut savoir qui a raison. Donc, moi, je vais réaliser cette expérience. Et il raconte ça à ses collègues. Et Richard Feynman, que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un des physiciens les plus connus de l'histoire de la physique. Richard Feynman lui dit en personne, ne fais pas ça. Ne perds pas ton temps avec ça, ça sert à rien. Fais autre chose avec ta vie. Et comme tout bon chercheur, il n'écoute pas le physicien renommé. Et heureusement, parce qu'en 1972, il réalise l'expérience. Et pour la petite anecdote, John Clauser est un grand fan d'Albert Einstein. Et avant de réaliser son expérience, il a dit à tout le monde qu'il espère vraiment de tout cœur que l'expérience prouve que Einstein avait raison. Elle prouvait le contraire et c'était Niels Bohr qui avait raison. Mais il y avait quelques failles dans son expérience. Elle n'était pas 100% infaillible et donc il restait des doutes. Et donc on arrive au physicien que vous voyez en bas à droite, Alain Aspect. Lui, il décide, je vais améliorer cette expérience et on va la faire infaillible. Et lui, il en parle à Bell directement. Et Bell lui dit, littéralement, j'espère vraiment pour toi que tu as un poste fixe dans une université, parce que si tu fais ça, tu vas ruiner ta carrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait quand même. Et en 1982, il a son expérience. Et maintenant, elle est presque infaillible. Il reste une toute petite faille qui est résolue en 2017 par le physicien autrichien Anton Zeilinger. Et donc, en 2017, on a la preuve finale que Bohr avait raison dans cette dispute entre Einstein et Bohr. Et les 3 physiciens ont eu le prix Nobel en 2022. Et passons maintenant à l'histoire des vaccins à ARN messager. Ça, c'est une histoire incroyable, en fait. Elle commence en 1961 avec la découverte de ARN messager. Mais l'histoire que je vais vous raconter commence en 1982 avec la chercheuse hongroise Katalin Karikó. C'est en 1982 où elle obtient son doctorat en Hongrie. Et elle commence à travailler dans une université hongroise. Rien de spécial, sauf que le labo, il fait faillite et il ferme les portes. Donc elle se retrouve sans emploi.
Et comme en Hongrie, elle ne retrouve pas vraiment d'emploi, elle immigre aux États-Unis. Aux États-Unis, elle commence à travailler dans une université de taille moyenne. Et après quelques années, elle a une offre d'emploi de la fameuse Johns Hopkins University. C'est une des universités la plus renommée en médecine aux États-Unis. Et donc, elle est toute contente, sauf que son chef de l'autre université, lui, il n'est pas content du tout de la perdre. Et donc, comme vengeance, il fait une plainte contre elle au service d'immigration, en disant qu'elle serait illégalement aux États-Unis. Ce n'est pas vrai, mais le temps que toute l'administration soit résolue, Johns Hopkins University retire son offre d'emploi et l'autre université la vire. Donc elle se retrouve une deuxième fois sans emploi. Elle commence alors à travailler dans un tout petit labo et finalement, en 1982, elle retrouve un emploi dans une université. Et là, elle se met à travailler sur cette technique ARN messager. Et en fait, elle voit le potentiel de l'utiliser pour développer des vaccins. Malheureusement, c'est un peu la seule qui voit ce potentiel parce qu'elle ne reçoit pas de fonds pour ses travaux. Parce qu'on lui dit que ça ne va pas vraiment fonctionner, ses idées. Et donc, elle rencontre en 1997 Drew Weissman, vous voyez sur la photo, et lui, il y croit. Et les deux commencent une collaboration. Et dans une interview plus tard, lui, il dit « We had to fight the entire way ». Genre, on a dû se battre, mais pendant tout le temps, parce que personne ne croyait en nous. L'histoire finit bien, et c'est en 2005 où les deux font une avancée majeure. Ils développent les premiers vaccins à ARN messager qui ne sont pas rejetés par le système immunitaire humain. Et donc, obtiennent le prix Nobel en médecine en 2023. Et finalement, mon histoire préférée, pas juste d'aujourd'hui, mais je crois de tous les temps, théorème de Fermat. Et je vais en spoiler un peu, vous allez voir, c'est une histoire de fou. Donc, comme c'est souvent le cas en mathématiques, on ne retourne pas 50 années en arrière, mais on retourne presque 400 années en arrière. Et l'histoire commence en 1631, où le mathématicien français Pierre de Fermat énonce ce théorème pour la première fois. Et comment est-ce qu'il l'énonce? En fait, il est en train de lire un livre de mathématiques, et là, comme ça, il se dit « Ah tiens, je crois que… » Et là, il écrit le théorème dans la marge d'une page du livre. Et en dessous, il met « J'en ai découvert une démonstration véritablement merveilleuse que cette marge est trop étroite pour contenir. » Après sa mort, d'autres mathématiciens retrouvent ce livre et retrouvent cette remarque. Et qu'est-ce qu'on fait en tant que bon mathématicien si on voit ça? On se dit « C'est bon, moi je vais chercher cette preuve véritablement merveilleuse. » Commence alors une longue quête de trouver cette preuve, une très longue quête. Parce que 350 années plus tard, en 1980, on n'a toujours pas trouvé cette preuve. On n'a même pas la moindre idée comment prouver ce théorème. En 1980, ce théorème, c'était vraiment quelque chose d'improuvable. Beaucoup de mathématiciens disaient qu'on ne va pas voir la preuve dans les prochains 200 ans. Impossible. Et là entre en jeu notre héros, Andrew Wiles, un mathématicien anglais. Et lui, il est fasciné par le théorème de Fermat depuis son enfance. C'est ce qu'il raconte dans une interview. Il dit qu'à 12 ans, il a lu pour la première fois l'histoire de ce théorème et il a décidé qu'il va travailler là-dessus. Et donc, une fois qu'il est un mathématicien établi, en 1989, il commence à travailler sur ce théorème. Et il se dit, moi, je vais trouver la preuve. Et donc, pendant 8 ans, il travaille sur cette preuve en secret, non-stop. Donc, il ne fait rien d'autre que chercher la preuve du théorème de Fermat. Et ça, pendant 8 ans en secret. Ça va même si loin que des amis mathématiciens à lui doivent mettre son nom sur leur publication. Parce que comme vous savez peut-être, quand vous êtes chercheur dans une université, on demande de vous de publier vos résultats. Mais lui, il n'avait rien à publier vu qu'il cherchait cette preuve qu'il n'avait toujours pas trouvée. Et pour ne pas se faire virer, il a demandé à des amis mathématiciens de mettre son nom sur quelques résultats à eux, pour prouver au rectorat qu'il est bel et bien en train de travailler. Et l'histoire finit bien, sinon je ne la raconterai pas aujourd'hui. Et en fait, en 1994, il trouve la preuve. Et il organise une conférence de 3 jours. En les dernières 10 minutes de la conférence, il annonce qu'il a trouvé la preuve du théorème de Fermat. Et sur la photo, vous le voyez comment il se retourne vers le public pour voir leur réaction suite à son annonce. Et le théorème de Fermat, à cause de cette histoire un peu folle, est entré
dans l'histoire comme un des théorèmes les plus connus en mathématiques. Et sa preuve a même fait la une des journaux. C'est difficile à croire, mais le New York Times avait un article sur la preuve du théorème de Fermat. Ça n'arrive pas tous les jours non plus que les journaux nous parlent de mathématiques. Et donc, si on re-regarde ces 4 histoires maintenant sous l'autre perspective que je vous ai donnée, qu'est-ce que j'aimerais bien vous dire? Donc, certes, ces découvertes et ces démonstrations ont eu des applications très importantes, mais pourquoi toutes ces découvertes ont été possibles? Et selon moi, il n'y a qu'une réponse à ça. Grâce à la passion des scientifiques, la passion des chercheurs et des chercheuses derrière ces histoires. Parce que si vous réfléchissez bien, on a eu 2 chercheuses qui ont observé quelque chose dans des bactéries et ont eu l'idée d'imiter ça et d'en développer un outil pour les êtres humains. On a des physiciens qui allaient à l'encontre de ce que Einstein disait, à qui des physiciens renommés leur disaient de ne pas travailler sur ce sujet. Malgré ça, ils ont continué et ils ont réussi leur expérience. On a eu l'histoire incroyable de la chercheuse hongroise à qui on n'a mis que des bâtons dans les roues et malgré ça, elle a persévéré et elle a trouvé les vaccins à ARN messager. Et finalement, l'histoire, je suis désolée, je ne suis pas neutre, je le sais, mais quand même, c'est une histoire de folie du théorème de Fermat. Quelqu'un qui travaille pendant 8 ans en secret sur une seule preuve, si là, il n'y a pas la passion, je ne sais pas. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je suis devant un auditoire de jeunes diplômés en bachelier de sciences ou d'ingénieurs ou de médecine. Et donc, vous avez choisi ce domaine, le domaine dans lequel vous êtes diplômé, pour une raison, pour la passion. Et donc, tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est que dans le futur, gardez cette passion. Et je suis bien consciente que pas tout le monde dans cet auditoire sera lauréat au prix Nobel un jour, mais la passion, elle se vit à beaucoup de niveaux. Moi, par exemple, je ne suis pas nommée pour aucun prix prochainement, ou en tout cas pas d'après que je sache, et quand même, je vis ma passion pour les sciences et les mathématiques chaque jour. Et donc, j'aimerais bien vous mettre à cœur, n'importe où la vie future vous amène, n'oubliez pas votre passion, gardez-la et transmettez-la à votre entourage. Et comme cette université se dit interdisciplinaire et multilingue, j'aimerais bien finir cette allocution sur un extrait d'un poème d'un de mes poètes préférés, le poète chilien Pablo Neruda. Et je sais qu'on dit toujours qu'on ne change pas un poème. Mais aujourd'hui, je vais suivre le modèle des héros que je vous ai présentés et je vais faire le contraire de ce qu'on dit. Et j'ai changé son poème pour l'occasion. Et donc voilà ma version adaptée. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quitas mi pasión. Tu peux m'ôter le pain, m'ôter l'air si tu veux, mais ne m'ôte pas ma passion. Sur ce, je félicite tous les jeunes diplômés et je vous souhaite une merveilleuse fête. Merci beaucoup.